Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités exceptionnels et vous savez que je ne le dis jamais. Première fois qu'on a des invités exceptionnels. Nous avons avec nous ce matin Caroline Sébailly. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous avons Franck Lefebvre qui est au bout de la table. Bonjour Franck. Salut. Bonjour à tout le monde. Nous avons un jeu de société qui est avec nous ce matin, Superstore 3000. Superstore 3000, un jeu qui va paraître très prochainement. Quelle est la date de sortie ? Début novembre, 1er novembre. Pour le 1er novembre. Enfin, donc en France, ce sera le lundi d'après, mais... Ouais, oui, voilà. Chez Space Cowboy, un jeu qui est signé par Rodrigo Rego, qui est donc publié par Space Cowboy et qui est illustré par Ryan Goldsberry. On va vous parler de ce jeu, on va vous le décrire, on va vous l'expliquer un petit peu rapidement parce que c'est un format d'échange, la matinale. Nous allons pouvoir aussi jouer un peu, vous voyez le menu qui est en bas de notre écran. On va vous parler de nos invités, de leur rôle respectif sur ce jeu, puisque alors vous ne travaillez pas tous les deux pour Space Cowboy, on va insister là-dessus, vous travaillez pour Days of Wonder à l'origine. À l'origine. Mais maintenant les choses ont changé, on aura l'occasion justement de revenir un peu sur le fonctionnement des studios qui gravitent autour d'Asmodée, les différents studios d'Asmodée, puisque on a l'habitude maintenant de vous recevoir et puis d'en discuter pour que ça soit clair pour tous ceux qui nous regardent. On parlera de Superstore 3000, on parlera des supermarchés, j'ai fait un quiz. Aline va être super fière de nous. Il y a un petit quiz, en fait c'est un saviez-vous, j'ai marqué le saviez-vous, on vous posera des petites questions sur les supermarchés, on va apprendre des choses ce matin, ça va être passionnant. L'évolution graphique du jeu, tu nous as ramené, Caroline, des planches, et alors c'est génial, on n'a jamais eu ça dans les émissions, des planches sur lesquelles on va pouvoir voir, vous voyez qu'il y en a une qui est posée juste devant moi, les différentes évolutions, les recherches, le graphisme, on va vous les montrer en matinale, vous pourrez les retrouver également sur le site, c'est l'occasion pour moi de vous dire directement qu'il y a un site, unmondedejeux.fr, sur lequel cet article, l'article qui accompagnera cette matinale sera présent après sa diffusion, vous pourrez regarder beaucoup plus en détail, parce que là on va vous les montrer, mais c'est de la vue du haut, donc c'est pas forcément idéal. Vous pourrez vous connecter sur le site pour retrouver tous les PDF. Tu nous l'envoies juste après et on mettra ça en ligne. C'est génial, hein ? C'est passionnant. Sache que Aline a eu notre fils au téléphone hier et que comme il travaille un peu dans ce milieu-là, il fait des études là-dessus, et il a demandé je pourrais voir ces différentes planches. J'ai envie de voir comment ça marche, les évolutions graphiques. On terminera avec le jeu des Pluto. Pluto Un petit jeu des Pluto spécialement qui nous permettra de revenir aussi sur quelques jeux de Days of Wonder sur la fin de cette émission. Voilà pour le programme, un programme fabuleux pour vous accompagner ce matin, puisque vous êtes nombreux tous les jours à nous suivre en live sur Twitch. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct et en différé pour ceux qui regardent. Et merci notamment, j'ai eu quelques commentaires hier sur nos matinales qui sont diffusées et que certains regardent le soir. Moi, je suis toujours surpris qu'on regarde ce qui sont des lives à l'origine. C'est fait pour être regardé un peu en direct, mais il y a des gens qui suivent ça en différé et qui prennent plaisir parce que j'ai lu hier quelqu'un laisser un commentaire. J'aime de plus en plus, c'est agréable de vous suivre tous les soirs quand je rentre chez moi. Merci beaucoup à ceux qui font ces commentaires-là aussi. On fait cette démarche depuis la rentrée de mettre toutes nos matinales en différé sur la chaîne secondaire d'un monde de jeu, le replay d'un monde de jeu, pour que vous puissiez retrouver plus tard notamment tous ces contenus que l'on fait pour pouvoir retrouver la culture du jeu, puisqu'on va faire là, parler des graphismes notamment, c'est des choses qu'on ne trouve pas partout. On est très content de vous proposer ces contenus. On va vous parler de nos invités, c'est la première rubrique, justement pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément ni Franck ni Caroline, qu'est-ce que vous faites chez Days of Wonder ? C'est ça la question ? Est-ce qu'on doit toujours vous présenter en tant que Days ou est-ce qu'on vous présente maintenant en tant que Lab 4, 5 Games ? Lab 4 Games, c'est c'est Lab 4 Studio maintenant. Mais comme il y avait 4 mousquetaires, les 3 3 étaient 4. Ah bah d'accord, tout s'explique. On a 5 studios dans Lab 4 Games. Je valide l'explication. Oui, non, mais enfin, c'est pas vraiment une appellation. C'est vrai que c'est la façon plus pratique de nommer les différents studios. Mais en fait, l'idée, c'est que les studios francophones d'Asmodée, on travaille plus facilement ensemble. Donc, on a tous un peu notre historique. On a chacun notre historique et nos façons de travailler. Mais il y a plus maintenant on va dire, d'interaction et de mélange entre guillemets, ce qui peut amener du coup on travaille sur des projets, pas forcément pour le label ou duquel on est originaire en fait. Exactement, puisque alors on insiste dessus.
on vous a parlé de Lab4Game. Peut-être vous ne savez pas quels sont les différents studios chez Asmodée. Il y a Days of Wonder, donc que vous représentiez historiquement, parce que ça fait un certain temps que vous êtes dans la boîte de Days of Wonder. Tu m'as dit 7 ans, Caroline? Moi, je suis arrivée fin 2017, oui. Ouais, donc 7 ans, ça commence à compter. C'était une c'est belle une petite vraie équipe expérience. de 3. 3 personnes à l'origine, dont Franck, qui était là depuis plus longtemps, parce que ça fait combien d'années maintenant, Franck? Ben, ça fera 20 ans en mars l'année prochaine. 20 ans. Et 20 ans, ça se fête. En mars, c'est à Cannes. Notez-le vous sur un bout de papier. À Cannes, vous allez forcément passer sur les stands. Tu seras à Cannes, Franck, rassure-moi. J'espère, oui, mais non, c'est important. Et donc, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans de Franck. Donc, il faut passer avec un petit cadeau. Je vous donne la mission. Vous prévoyez quelque chose, une bricole, n'importe quoi, pour embêter Franck sur le salon de Cannes. Vous lui ramenez, je sais pas, moi, un Malteser. C'est super, un Malteser, à Cannes. Ça fera super plaisir. Un petit cadeau pour tes 20 ans. Donc 20 ans de présence chez Days of Wonder. Et puis à l'époque, il y avait Adrien Martineau, je pense, uniquement. Il y avait Adrien Martineau, effectivement, le grand chef. Ouais. Et il y avait Alexia Nachar, qui s'occupait du marketing. Et puis aux États-Unis aussi, on avait. Oui. Ah, mais ça c'était avant. Pour le coup, c'était avant. C'était avant. Ah, pardon. Avant les 7 ans. Oui, en fait, quand je suis rentré, moi. Il y avait. Donc, en fait, Days à l'origine, ça a été fondé par 4 personnes. 2 qui étaient basés à San Francisco et 2 qui étaient sur Paris. Donc il y avait Eric et Marc Hottemont, Marc Hoffman à San Francisco. Ouais. Et à l'époque à Paris, il y avait Pierre Gobil et Yann Corneau dans les fondateurs. Ils étaient dans une maison bleue, je crois. À Paris. À San Francisco. Mais suis un petit peu. Mais je suis tout à fait. Je l'ai. Et voilà, en fait. Quand je suis arrivé, moi, dans l'équipe, il y avait Brice et Cyril Daujean, déjà, qui était déjà directeur artistique. Il est directeur artistique depuis l'origine. Alors, je crois me souvenir qu'à l'époque, il n'était pas encore employé, mais il travaillait en freelance pour... de toute façon, il est là depuis le tout début, Cyril. Oui. Brice aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'équipe de Days of Wonder. Et donc, on a commencé à citer les différents studios, parce qu'il y a également maintenant Libellude, il y a également Space Cowboys, qui est indiqué ici sur la boîte. Il y a Zygomatics, ça fait partie des studios? Non, c'est pas dans les studios. Ça, c'est différent. C'est dans les locaux, mais ça fait pas partie ça fait pas partie de ce qu'on appelle la 4Games, du coup. Oui, parce que Zygomatics, c'est tout ce qui fait les jeux du type Double, ce genre de jeu... Jungle Speed, par exemple, c'est plutôt labellisé Zygomatic. Ouais. Exactement. Donc on a du coup dans l'ordre, je sais plus si. Alors on a cité Days of Wonder, Space Cowboy, Libellude, et Repoprod, donc qui est plutôt basé en Belgique, mais qui existe toujours et qui fait partie de Lab4Game. Et enfin, on a un nouveau qui vient de rejoindre, c'est Next Move. Next Move qui est à Montréal. Et vous partagez les projets. Vous travaillez, tu m'as dit que tu travaillais donc de temps en temps sur du Space Cowboy, puisqu'il y a des jeux comme Superstore 3000 sur lesquels tu as travaillé, Franck, mais là actuellement, même du Next Move. Je peux intervenir. En fait, l'idée c'est que je suis dans le pôle développement finalement maintenant. Oui. Et c'est du développement, on va dire cross studio finalement. Donc tous autant qu'on est déjà, on teste les jeux les uns les autres, les projets sur lesquels on travaille les uns les autres, on va les tester entre nous. Mais indépendamment de là, c'est plus géographique pour le coup, ou pas d'ailleurs, puisque j'ai pu travailler avec Pierre-Olivier qui est à Montréal avec soit du Tabletopia ou du Tabletop Simulator ou d'autres systèmes comme ça. Ouais. Et en fait après voilà, donc on peut de toute façon tous les projets qui sont testés à peu près sont testés par tous les développeurs, mais à chaque fois il y a quand même une équipe qui est formée sur un projet. Il y a une équipe pour chaque projet et qui est dédiée plus à ce projet là en fait. C'est plutôt une équipe en fonction du jeu. Caroline, toi tu as commencé à le dire, plutôt sur l'aspect graphique des jeux, directrice artistique. Oui. On peut dire ça comme ça. Je sais jamais quel terme utiliser, parce qu'en fait on peut en utiliser plein dans le domaine du graphisme. On peut être illustrateur, c'est graphiste, mais c'est multicasquette. Mais effectivement, en tout cas sur Superstore, on peut considérer que j'ai travaillé sur la direction artistique, toujours en symbiose avec mon équipe bien sûr. Ça représente plein de choses. Il y a évidemment tous les choix graphiques, comment on situe la cour, quelles sont leurs relations avec le dessinateur. On reviendra dessus quand on regardera les panneaux que tu nous as préparés. Les logos, ça c'est un travail à part entière, hein. Faire du logo c'est pas simple et il faut avoir une bonne expérience. C'est là-dessus que ça joue aussi, le fait d'être là depuis un petit moment pour savoir faire ce genre de choses. Moi ça me fascine toujours, je suis assez mauvais en graphisme de manière générale et je suis toujours impressionné par le talent. J'aimerais bien en savoir plus sur ce plan là.
Eh ben, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Ah, tu vas me former là pendant cette matinale? Allez, c'est parti, on ouvre Photoshop, Illustrator et je t'emmène. Et là, pareil, tu te partages entre... Du coup, c'est pas forcément du Days of Wonder maintenant, tu peux faire d'autres choses. Surtout que chez Days of Wonder, j'ai surtout commencé en ce qu'on appelle maquettiste. Ouais. Donc je m'occupais plutôt... donc je récupérais plutôt les fichiers sur Cyril Dojan. Et je préparais plutôt les versions pour les langues. Donc je récupérais les fichiers des traducteurs, j'intégrais et on envoyait tout à l'impression... tout ça. Et je faisais aussi le marketing, effectivement, avec Alexiane. Donc, c'était une autre facette du graphisme. Et là, effectivement, avec Lab4Game, on m'a donné l'opportunité de libérer ma créativité. Et j'espère que ça plaira au monde du jeu. Le monde du jeu t'écoute ce matin. Il est là, il est présent. Tout le monde est ici en live. Merci à Pernick qui a renouvelé son abonnement, notamment, et le Train Live que vous avez alimenté, Lovely Meeple également, on l'a déjà cité. Merci à tous ceux qui nous suivent en live. On vous parle de Superstore 3000. On vous a parlé du fonctionnement de Days of Wonder. C'est réparti dans la semaine? Vous êtes plutôt lundi, mardi, Happy Days? Ou non, c'est mélangé maintenant? C'est tout, pas la mettre de réponse. C'était pour ça. Monday, Tuesday, Happy Days. Oui, bah oui, complètement. Alors, on va parler de la création de Superstore 3000 dans l'ordre. D'une manière chronologique, comment le jeu est arrivé, tout ça. Mais juste avant, quand même, je casse cet ordre chronologique pour essayer que vous sachiez de quoi il s'agit, tout simplement, parce que c'est un jeu de société que vous avez peut-être envie de jouer ou que vous ne connaissez pas encore. On va vous créer des envies, comme d'habitude. C'est un jeu dans lequel on va composer un supermarché pour parler de la thématique. D'ailleurs, tu me le dis à chaque fois, j'ai mal prononcé le titre, Franck. J'ai pas voulu te reprendre tout à l'heure. Reprends-moi. Ça se prononce Superstore 3000. Voilà. Ben oui, parce qu'on est dans un supermarché futuriste. On est en quelle année? Je retiens pas à chaque fois. 964. 964. J'espère que je ne me suis pas trompé. L'important, c'est l'aplomb. Ouais, le monde a bien changé. L'équipe de France de football a gagné 17 fois la Coupe du Monde. Je vous donne quelques repères chronologiques, c'est très important. Sous la présidence donc de Kevin Macron. J'improvise complètement, je ne sais pas où on en est. Dans ce jeu, on va se retrouver dans les supermarchés du futur. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Bien sûr. Alors, dans l'idée, donc en 1964, donc il y a des centres commerciaux qui pop partout. Et en fait, nous, de la même façon, on va vouloir monter le nôtre. Et donc c'est un jeu où on va récupérer des tuiles des boutiques en fait pour construire un bâtiment qui au début de la partie on a juste son entrée et en fait on va monter au début en tout cas une tour, mais l'idée très vite c'est de réussir à générer des besoins chez les clients et de pouvoir mettre en place des attractions qui vont nous permettre d'avoir des tours les plus foutraques possibles. C'est un peu difficile sans les tuiles, effectivement. Oui, non, mais je vais montrer un petit peu quand même. Hop, je vais mettre un tout petit peu de vidéo pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du jeu. Retenez simplement que c'est un jeu, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est pas l'objet de cette matinale de vous expliquer le jeu dans son détail, mais simplement, vous allez construire votre supermarché. Il va y avoir une petite entrée au départ et ensuite vous allez choisir les différents bâtiments qui vont venir remplir les étages du supermarché pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Donc vous comprenez directement qu'il y a du placement. Exactement. Il y a de l'association de différents locaux. Vraiment, on ne rentre pas dans les détails. Des petites boutiques que les clients veulent. Chaque client en fait a une envie et cherche une boutique particulière. Et l'idée, ça va être d'organiser son centre commercial de manière à ce qu'on ait des zones, disons, de boutiques du même type. Et tout ça, ça va donner des conditions qui vont nous permettre ça va nous permettre de remplir des conditions qui vont nous permettre d'ajouter des attractions à notre centre commercial. Voilà, on va vous en reparler, on rentrera peut-être un tout petit peu plus dans les détails plus tard, mais simplement, on est dans ce type de jeu dans lequel il va y avoir un peu d'opportunisme. Vous avez un marché, une sorte de rivière de boutiques que vous allez pouvoir récupérer. Donc vous aurez un peu d'opportunisme pour l'ordre dans lequel vous récupérez ces boutiques, un peu de gestion de votre argent, mais c'est tout ce qu'il y a comme ressource. C'est juste un tout petit peu d'argent à chaque tour. Donc à votre tour de jeu, soit vous prenez une boutique en la payant éventuellement, soit vous récupérez de l'argent pour pouvoir payer les futures boutiques. On essaye de le faire le moins possible pour avoir le plus d'actions, les plus grands supermarchés, et on compose son supermarché en rajoutant de temps en temps des attractions qui rapportent des points de victoire en plus et que vous obtenez en fonction de certaines conditions. Vous avez compris directement à cette description qu'il va falloir
essayer d'être opportuniste, de se débrouiller pour récupérer les bonnes zones au bon moment, tout en gardant un œil sur ce que font les voisins. Exactement. Ouais, et en essayant de faire un fonctionnement logique. Tu dois être horrifié par ce que je suis en train de faire, je pense. C'est dans un sachet à part tous les éléments je de sais départ sont que là. Franck, il est très très carré dans la façon de présenter les choses, et là, Martin, il fait n'importe quoi. Ah oui, non, mais vraiment. Il faut une zappe, sinon tu peux pas. Voilà. Enfin, vous allez construire quelque chose juste devant vous qui va être très chouette. À la fin de la partie, vous avez devant vous votre supermarché, votre Superstore 3000, et on espère qu'il rapporte plus de points de victoire que vos adversaires. Et on a Olivier qui nous dit, Martin, tu es obligé de bouger le menu en bas de l'écran. Oui, ça se fait pas automatiquement. Hein. T'as quand même oublié le point le plus important de ce jeu. Pardon. Il y a un parc à dinosaures. Il y a un parc à dinosaures. On le montre en vue du dessus, c'est ça qu'il faut que je fasse? Regarde, il y a un parc à dinosaures, il est merveilleux. Il a l'air merveilleux. Hein. Voilà. Ça, c'est du parc à dinosaures comme on en a peu vu. Je trouvais ça très important. Oui, alors il y a plein de détails. D'un point de vue graphique, disons-le tout de suite, mais on va revenir tout à l'heure dessus. Il y a quand même des éléments à l'intérieur qui sont tous différents les uns des autres. Les petits personnages sont tous différents les uns des autres. On prend plaisir à les regarder, à voir dans quelle direction vous avez été. Les attractions sont toutes différentes. Il y a un développement sur lequel on reviendra. Par contre, là, il y a un petit disclaimer, c'est la durée de la partie sur la boîte ne tient pas en compte le fait qu'on choisisse ses clients. Ah, parce que là, et vous le faites, hein. C'est vrai que moi je ne l'ai pas fait quand j'ai joué, j'étais tellement concentré sur la stratégie. Tu n'as aucune preuve que je l'ai fait. Si, en vidéo aussi, je crois que j'ai des preuves. Alors revenons à l'origine du jeu. Comment c'est créé ce jeu? C'est un jeu de Rodrigo Rego, effectivement. Donc en fait, on a rencontré... Qui faisait partie des Charlots? Non? Non, c'était Luis Rego. Rego, oui. Aucun lien de parenté, fils unique. En fait, on l'a rencontré à Essen. À Essen, quand je dis on parce que donc à l'époque, on parlait pas encore de rapprochement de studio et de la Games, en tout cas pas à notre niveau en tout cas. Ouais. Et donc moi, je sourçais sur Essen pour Days. Et en parallèle, j'ai rencontré Rodrigo à cette occasion qui nous a présenté plusieurs projets, dont celui-là en fait. Et en parallèle, il l'avait aussi montré à François Doucet chez Space Cowboys, que vous avez déjà reçu ici, il me semble. Oui, plusieurs fois. Et donc en fait, on a tous les deux flashé sur le projet en question. D'ailleurs, on s'en est rendu compte en rentrant, et c'était assez drôle, parce que comme Rodrigo est au Brésil, on lui avait demandé de nous envoyer un proto. Donc on s'est empressé de lui dire que c'était pas la peine d'en envoyer deux, puisque on avait un étage d'écart. Et en fait, voilà, donc tout est parti de là finalement. Parce que comme je disais à l'époque, c'est de façon amusante, c'est un peu le premier projet mixte, puisque comme on l'avait sourcé tous les deux, avant Forêt Mixte aussi, je crois. Oui. Comme on l'avait sourcé tous les deux, on a continué. C'est rigolo ça en fait. Parce que tu fais du sourcing aussi sur les festivals. Alors moins maintenant. Ouais. Parce que c'est François François Descamps, donc du coup Bien sûr. Doucet, qui a pris le sourcing pour le coup pour les 4 studios. Et qui en fait c'est lui qui chapeaute le sourcing, et qui sur les festivals en fait maintenant ce qui se passe, c'est il y a des équipes qui sont constituées avec donc François à la tête et des gens des sourceurs des différents studios. L'idée donc c'est de sourcer globalement, et en général sur les rendez-vous il y a 2 personnes, la plupart du temps issues de studios différents, et voilà. Et moi le sourcing je me suis un peu mis en retrait du sourcing là-dessus. Je continue de temps en temps. C'est passionnant aussi. Hein, moi, j'aimais bien te voir avec ton petit bâton de sourcier dans les allées d'Essen à chercher la pépite. Mais c'est un exercice sur lequel je suis pas forcément à l'aise. Donc, sur le sourcing, ouais. Et donc là, quand Rodrigo Rego est venu avec ce projet, il avait déjà l'univers du jeu, le fait que ça soit dans un futur proche sous la présidence de Jean Mouloud Pompidou? Pas du tout. Pas du tout. C'était en fait le prototype, il s'appelait Dubaï. On faisait des tours à Dubaï. Donc c'est un thème qu'il a fallu changer par la suite. Oui. On y reviendra plus tard avec Caroline. Parce que là, on n'est plus du tout sur ce thème-là. Non. En fait, une fois que la décision a été prise de travailler sur le projet, à l'époque, on savait pas si ce serait un Days ou un Space.
Parce que c'est le cas maintenant, en fait, quand vous trouvez des jeux de société, et c'est le cas d'autant plus depuis que François est dans la boucle. Lui, il ne travaille pas spécialement pour Space, pour Days, pour n'importe quoi. C'est des jeux que vous récupérez et après, il y a la question qui se pose. Comment ça se passe? C'est courte paille? Touche-touche? Non, ça dépend. Enfin, ça dépend des projets. Enfin, alors déjà, il y a forcément la ligne éditoriale de chaque studio, enfin de chaque label. Là, c'était pas Days, quoi, celui-ci. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, il y a donc la ligne éditoriale, le format du jeu, le matériel, ça peut jouer aussi, et puis il y a les envies aussi des différents intervenants. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai que chez Days, c'est souvent des formats boîte carrée. Là, on n'est pas dans une boîte carrée, on est dans une boîte rectangulaire. Du coup, clairement, c'est pas Days. Hein. Après, si ça avait été un Days, ils auraient fini dans une boîte carrée, mais voilà. Mais voilà. Donc de là, on est rentré dans la phase de donc pour revenir sur le fait que c'est un projet mixte entre guillemets. Quand on a commencé à travailler dessus, il y a une équipe qui a été constituée. Et effectivement, on est en gros 4 personnes, disons, affiliées vraiment à ce projet. Et c'est 2 Space et 2 Days. Donc Maxence qui est chef de projet, et François Doucet qui sont Space Cowboys à la base, qui est l'autre développeur. Oui. Et Caroline à la DA et au développement avec François. Donc voilà. Et donc là, le jeu est parti chez Space Cowboy en développement et tu t'es retrouvé sur le projet. Donc vous l'avez récupéré tous les deux. Tu t'es retrouvé, mais tu n'es pas tout seul sur le développement, on va le dire quand même. C'est pas toi qui l'as développé d'ailleurs, tu n'es pas le développeur en chef de celui-ci. Non, il n'y a pas de vraiment. Non, on est tous les deux, avec François, et encore une fois, les autres développeurs ont aussi participé au test et au réglage. Tout ça se fait en relation avec l'auteur, bien sûr. C'est Maxence qui gérait les relations avec l'auteur. Et en gros, si on rentre un peu dans le détail du développement, en fait, il a duré en gros un peu plus d'un an en fait. En termes de toute l'année développement, 2023, on a fini de développer de mémoire en gros en février cette année. Les principaux changements, ça a été des effets de timing et de scoring. Au début, le jeu, il y avait beaucoup, tout ce qu'on faisait rapportait des points finalement. Oui. Ça a été ce qu'on appelle couramment une salade de points ou une soupe de points. C'était une très grosse salade. Et dans l'idée, réussir à satisfaire un client, en fait chaque client satisfait rapportait un point au final. Et bon, au fur et à mesure, il y avait des coefficients multiplicateurs en fonction des zones de boutique, etc. Tout ça, ça donnait un scoring assez compliqué finalement. Et on s'est, par exemple, pour les points que rapportent les clients, on s'est rendu compte très vite que, en fait, on allait avoir, à la fin de la partie, combien t'as de clients? Moi j'ai 13 points, moi j'ai 12, moi j'ai 11, donc ça faisait un différentiel de 2 points à l'époque on marquait 60 points dans la partie. Ah oui. Donc il y avait aussi un bonus pour celui qui avait le plus de clients satisfaits. Mais au final, c'était pas représentatif. Enfin, ça avait pas d'impact vraiment sur le score final. Donc on avait commencé par enlever ça. Ça, on est vraiment dans le détail voilà, du développement. Mais j'ai pas détaillé tous les, mais comme c'est un point un peu fort. Le truc c'est ça. Oui. C'est en fait, on est arrivé à un moment où on s'est dit ces points, ça sert à rien. Et du coup, on l'a enlevé. Mais thématiquement, ça posait un problème de se dire que on satisfait les clients, mais ça rapporterait. Alors, dans les faits, c'est pas que ça rapportait rien, puisque ça permettait de construire des attractions, etc. Mais là, on s'est dit, thématiquement, c'est un problème de pas valoriser, entre guillemets, le fait qu'on satisfasse les clients. Donc, c'est pour ça que c'est revenu sous une autre forme, en fait. Donc maintenant, les clients, ils sont là pour départager les égalités. Il y a quand même un système de points pour celui qui a satisfait le plus de clients. Voilà. Et l'autre gros changement, c'est plus sur le timing aussi. En fait, on a fait en sorte de régler de manière à ce que, quel que soit le nombre de joueurs, la partie dure à peu près le même nombre, qu'on ait un nombre de coups de tours chacun. Et on voulait aussi, il y a 2 façons de terminer le jeu. On voulait que ces 2 façons arrivent de façon équilatérale. Équi quelque chose. Qu'on ait les 2 fins qui puissent se déclencher aussi souvent l'une que l'autre en fait. Donc voilà, ça a été beaucoup de réglages de ce point de vue-là. Notamment aussi le gros changement, c'était de dire que tout est action en fait, ce qui permet
Maintenant, on a quelque chose qui est super simple. En fait, à son tour, on fait une action parmi deux possibles. Et du coup, les tours passent super vite. Et voilà. Donc il y avait quand même du réglage par rapport au prototype initial que vous avez reçu de Roberto Rego pour arriver à ce système de jeu assez simple finalement qui consiste à récupérer des boutiques, je suis en train de refaire une mise en place un peu plus claire que ce que je vous avais fait au tout départ, soit récupérer des boutiques dans la distributeur automatique de boutiques, parce qu'il y a de l'humour dans ce jeu, mesdames et messieurs. Là, vous allez bien rigoler autour de la table. Il y a un DAB, distributeur automatique de boutiques. Vous allez pouvoir les récupérer. Forcément, celles qui sont en bas du DAB, je mets dans n'importe quel sens, sont gratuites. Et plus vous avancez dans le DAB, plus vous allez prendre des boutiques qui sont arrivées récemment, plus vous allez devoir payer pour pouvoir les récupérer. Bah oui, mais c'est parce que je parle en même temps. Tu sais, c'est très très dur ce que je suis en train de faire. Je te déconseille de faire ce genre de choses. Tu verras quand tu feras du live. Je fais du live d'ailleurs, je crois. Oui. J'ai entendu dire. Mon identité secrète. Ah, faut pas le dire. Donc, on peut récupérer des boutiques, on peut les rajouter dans son supermarché 3000, et vous avez vos petits personnages qui ont des recherches. Par exemple, celui-ci, il rêve, c'est son rêve le plus intime, d'avoir une boutique. Une épicerie. C'est une épicerie celle-ci. Oui. Et donc, il peut se déplacer, mais malheureusement, ces petits personnages ne peuvent se déplacer que de 3 cases. Ça tombe bien, ici, elle est à une case de distance. Hop, il peut aller directement faire ses emplettes là. Celui-ci cherche un coiffeur, il n'y en a pas pour l'instant, donc il faudra placer un coiffeur à 3 cases de distance. Celui-ci cherche un libraire. 1, 2, c'est bon, il peut y aller. C'est comme ça aussi qu'on arrive à valider certaines boutiques et avoir peut-être, en fonction des conditions de points de victoire, plus de points en fin de partie. Je ne m'attarde pas davantage sur cette mécanique. Peut-être tu veux le faire, parce que j'ai été très succinct. Je ne vais pas revenir sur les développements. Non, tout ça s'est fait. C'était très intéressant. Moi, c'est une partie qui m'a beaucoup plu. Les tests de jeu pour les petits changements de règles qui ont l'air de rien, mais en fait peuvent changer totalement la sensation quand tu joues. Donc c'est cet équilibre entre la frustration du jeu et par moi elle est parfaite, mais j'aime beaucoup Superstore, donc je prêche ma paroisse. Mais ouais, tout ce moment de développement, des petits effets de règles qui sont rien, c'est une ligne peut-être sur le livret de règles, mais ça change toute la sensation du jeu. Je trouve toujours ça très intéressant à regarder de loin du coup. C'est ce que les gens ne voient pas, parce que vous voyez le produit final, donc le jeu qui est parfaitement équilibré, on s'en doute évidemment, et dans lequel on a plaisir à jouer pour faire le maximum de points de victoire. Donc on est concentré sur notre stratégie, vraiment, mais il y a tout cet aspect que vous avez vécu, et il y a une question qui découle de ça, c'est est-ce qu'on s'en lasse des jeux après 2 ans à l'avoir travaillé, à avoir vécu avec, d'un point de vue du développement et du graphisme? Alors, dans mon cas, pour ce qui est de Superstore 3000, non. J'ai toujours plaisir à y jouer. Et en fait, ça va dépendre. Ça serait pas honteux, hein, c'est pas une question piège en fait. Tu as tout à fait le droit de dire, là tout de suite, j'ai moins envie. Mais... Non, pour le coup, c'est un jeu sur lequel j'ai toujours autant de plaisir à jouer. Donc, ça va dépendre, je pense, ça dépend des gens, ça dépend des projets aussi. Il y a des gens qui préfèrent ne pas, une fois qu'ils ont que le travail est terminé dessus, reviennent pas sur un jeu. Moi, j'avoue que j'ai la chance d'arriver à cloisonner. Bon, après, je joue depuis bien plus longtemps que je ne travaille dans le jeu, donc ça joue aussi c'est un métier passion. Voilà, il y a un côté caractère quand même. Et voilà, moi, j'avoue, je joue à beaucoup de choses, et pour le coup, c'est un jeu auquel je continue à prendre plaisir à jouer. Moi, je l'avoue, j'en ai eu marre à un moment. Je le dis. À un moment, j'en ai eu marre. Mais là, maintenant que le jeu est sorti, j'ai juste trop hâte de pouvoir jouer avec mes amis. J'aime beaucoup ce jeu. On a fait des parties hier et j'ai fait oui, c'est vrai, j'aime trop Superstore. Voilà. Je vois Aline qui nous a ramené un papier. Je ne sais pas lequel c'est. C'est un mystère pour moi, mais je crois que Franck a compris. On a des petits papiers secrets. Vous avez des papiers secrets. Faut pas le dire. Juste entre vous. Ok. C'est pas honteux du tout de parfois se lasser d'un jeu de société. Ça, je peux le comprendre complètement. C'est quand on est en fin de développement, surtout qu'on a joué, rejoué, et on est là genre trop de Superstore. Et après, tu passes 2 mois et t'es là genre ah oui, c'est trop. Et puis ça dépend. C'est pour ça que c'est chouette de venir au chalet. Je vous le conseille tous si vous êtes développeur de jeux. C'est qu'à un moment on vient et là c'est la vraie partie, celle qui compte, celle qui est filmée, celle que tout le monde retiendra et regardera en boucle. C'est celle qu'on a tournée hier. Vous ne dites rien. Je n'en pense pas moi. Sur le résultat. Mais oui, et ça vous donne aussi une bonne idée du type de jeu dont il s'agit. C'est que moi, ça fait quelques parties que je fais de Superstore 3000, je dois en mettre à peut-être 5, je sais plus, mais on y a joué un peu entre celles qu'on a fait là, sur cette session, et celles qu'on a fait à Valménie avant.
dès que tu te lances dans la partie sur un jeu comme ça, c'était à fond. Là, t'as tes objectifs personnels, tu te concentres dessus, c'est hyper important. On a envie de faire le meilleur score possible. On va faire une petite pause dans notre présentation du jeu. Je vois que l'heure tourne et je crois que c'est vraiment le moment de faire un petit questionnaire sur les supermarchés avant de reprendre. J'ai aquaponé. Mais non. Et vous pouvez jouer. Alors, c'est simple. Aquarium. C'est plutôt un le saviez-vous. J'ai préparé quelques questions et puis on va savoir si vous êtes très au point sur les supermarchés. Seulement ceux du futur. Ouais, ça, À partir de 2500, 2600. Une question très simple. Autrefois installé dans les halles de Paris, on avait une zone dans laquelle on pouvait retrouver, c'est un grand marché national très important, on pouvait retrouver pas mal de produits, pas forcément locaux, des produits de toute la France pour pouvoir s'approvisionner. Ce marché des halles de Paris a changé de lieu. Où se situe-t-il maintenant? Je l'ai. Je compte les points. Hein. Ah, c'est pour nous, c'est pour le C'est chat, pour c'est vous, nous. vous pouvez le faire bien sûr. Et ceux qui nous suivent sur le chat. Oui, bien sûr, mais je te laisse répondre en premier. Non, mais c'est à Rungis. C'est à Rungis, évidemment. Ah, Et vous savez je où n'étais qu'il y a- pas sûr. Je me suis dit, est-ce que si je dirais un Gilles, j'ai l'air idiote? Mais non, on n'a jamais l'air idiot ici, sache-le. Alors, c'est pour ça qu'on évite de faire des quiz souvent, c'est que ça met les gens en péril. Et ils ont peur de ne pas savoir répondre à des questions. Non, il n'y a pas de honte. Et en plus, souvent, on s'en amuse de ces différentes questions. Savez-vous qu'il y a 13 000 personnes qui travaillent à Rungis? Avant, c'était C'est au Halle, plus. du coup, Rungis, c'est ça? Ouais. Ah ouais. 13 000 personnes, c'est plus que chez Asmodée. Oui, j'avoue, dans le groupe, je sais pas. Ouais. Combien on est? On est beaucoup maintenant à Asmodée, on est en train de conquérir le monde, donc qui sait? Un supermarché dont le slogan est tututut et moi, la confiance est là. C'est pas tututut, hein, il faut remplacer par le nom du supermarché, qui est surtout implanté dans le nord-est et en Belgique. Et alors je dois dire que quand j'étais étudiant, on allait des fois, j'avais pas de voiture à l'époque, donc c'était la bohème à l'époque. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais on y allait avec Aline, avec nos sacs à la main, et on faisait 3-4 km pour aller chercher les courses et on rentrait. C'était lourd, j'avais mal aux épaules. Bon voilà, c'est quoi le nom du supermarché? Je brode dans j'essaie de votre savoir si tu donnes des indices. Et moi, je me suis fait spoiler par le chat. Ah bah oui. Moi, j'essaie de pas le regarder. Eh oui, il y a le chat. Bravo à Aline qui a trouvé en premier. Tu te souviens, on avait mal aux épaules, Aline, tu te souviens, hein? Alors, qu'est-ce que C'est ça quelque pourrait chose, être? Parce que dans le nord, faudrait... mais de toute façon, il faut que ça rime. Il y a une rime. Redis le slogan, tututut. Tututut, Tu et moi, tututut. la confiance est là. La Ça confiance finit est là. par un A. Ah ah ah. Ah, tu l'as pas, celui-là? Non, je l'ai pas. Allez, on Ah, a Cora. C'est Cora. Cora. Bravo. Je suis très impressionné par Franck. Il m'impressionne tous les jours un petit peu plus. On en a un aussi chez nous. Un Cora? Oui, Ouais, je il y sais a un pas si- Cora, ouais, mais ça c'est pour existe ça encore. que... De quoi? Ça existe encore, d'accord. Bah oui. Ouais, Mais c'est pour ça que j'étais troublé par le nord-est et la Belgique, puisqu'il y en a un chez nous. Bon, bref. Petite question culture. Oh. Comment s'appelle le grand magasin imaginé par Émile Zola? Ça se situe dans le contexte de la Troisième République. Tu l'as? Non. 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 Hey, salut. C'est un grand magasin de vêtements, c'est Oui, du oui. textile, mais ça a raconté les grands magasins de la Troisième République. C'est un livre sûr, qu'on c'est étudie Tati. souvent. C'est pas Tati, mais je pense que tu vois, je pense qu'il y a des origines en fait derrière. Il y a eu du Tati, des choses comme ça, mais ça fait vient de partie là, de notre culture Comment ça- littéraire. Tu l'as pas? Je sais pas si je vais le retrouver. C'est Caroline Flay qui l'a trouvé en premier sur le chat. Qui habille nous dit Tacosaurus. Alors merci. Au bonheur des Au dames. bonheur des dames, bravo, Ah. Bonne réponse de Franck Lefebvre à la suite. Qu'est-ce qu'on a? Une comédie musicale française, pardon, une comédie française de Claude Zidi qui est sortie en 1973 qui réunit Jean, Phil, Gérard et Jean-Guy. Je vous demande sous quel nom on connaît mieux Jean, Phil, Gérard et Jean-Guy qui ont tourné dans cette comédie qui nous parle de supermarché J'étais même pas un projet, quoi. et qui s'appelle Le Grand Bazar, Grand bazar. cette comédie. Mais c'est les Charlots. C'est les Charlots, évidemment, on les a cités en début d'émission, je vous avais donné un indice en Mais début il est d'émission. où, Louis? Jean, Phil, Gérard et Jean-Guy. Ah, il n'y avait pas Louis Rigaud à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'ai pas étudié, mais c'est leur vrai prénom d'ailleurs. Bah ouais. Voilà. Il y a également, Faut trouver les noms. dans ce film, il y a également, sachez-le, Michel Galabru, Michel Serrault et Roger Carrel. On a parlé hier, on a une minute Roger Carrel. Il joue dans ce Ce serait film le moment de faire la voix de Mickey. de Winnie l'ourson. Aussi.
Voilà. Astérix. Je sais très bien faire porciner, c'est tout. C'est fou, tout Il fait tout ça, il fait tout est lié. Astérix, Winnie Il fait l'ourson. Winnie l'ourson, porcinet, Oh la lapin. barbe. Allez, on continue. Ouais, une facile. Une facile. En 1975, le groupe Unico change de nom. Ça s'appelle plus Unico maintenant, le nom de ces magasins-là. C'est facile parce que vous ne le savez pas de base, mais en ayant un peu de déduction, vous allez retrouver comment ça s'appelle. C'est supermarché, hypermarché, J'ai envie- Tu veux tenter un truc? Unico. Non, Monoprix. Ah bah non, Unico. Unico. Attends. Ça regroupe 130 sociétés Ah bah coopératives. si, oui, bien sûr. C'est enfin Super U, Système U quoi. Système Unico. Bravo, bonne Mais oui. déduction de Franck Ah, Lefebvre. oui, ok. Donc Codex, sachez qu'il y a Codec dans Mais ces oui. 130 sociétés qui font partie du groupe Unico à la base. Et Codec, moi ça me fascinait quand j'étais gamin, à tel point que tu sais, quand j'avais 7-8 ans, j'étais passionné par le journalisme. Et à un moment, je me suis dit, je vais créer mon magazine de bande dessinée. Et j'avais pas d'idée de titre. Et on était en voiture avec ma maman dans sa fameuse Diane à l'époque. Et on est passé devant un codec. Je me suis dit, ah, j'aime bien. Et même mon magazine de bande dessinée. Quand t'es gamin, t'as l'impression que c'est classe. Tu vois un codec et je l'ai appelé Codec 2. C'était mon magazine. Je faisais mes propres petites bandes dessinées à l'intérieur. Je le sortais, je le montrais à mes parents en disant, tiens, c'est le numéro 7. J'avais commencé pas par le numéro 1. Faut jamais, quand t'es gamin, je vous donne des conseils. Il y a des gamins qui nous écoutent. Commencez pas par le numéro 1, ça fait pas sérieux. Commencez par le numéro 36 ou un truc comme ça, c'est beaucoup mieux. Un monde de vieux, nous dit Aline. Ouais. Il est bien mon quiz. Quel est le premier groupe de distribution au monde? On va terminer par ça. Le premier groupe de distribution au monde. Mais c'est pas Carrefour. Non, c'est américain. Ah oui, bah ça doit être soit Target, soit Walmart, non? Walmart. Bonne réponse de Caroline. C'était la question qui compte quintuple et c'est donc Caroline qui gagne. remporte ce quiz. Et ouais, Et... faut juste répondre à la dernière question, c'est le la principe technique. des quiz. Et- Ah, on a Christian Rubiela qui nous dit qu'il faisait la même chose. T'as aussi créé le magazine Codec 2 Alors il y a un avocat qui va... Voilà, on a tous été soufflés par Caroline, nous dit Tacosaurus. Mais oui, on a pas mal de personnes qui réagissent pour les premières fois sur ce chat, noir et blanc. qui peut-être vous connaissent un peu du coup, j'ai l'impression. On a plus tôt, on avait, j'ai vu aussi des commentaires. Ah, je remonte loin du coup, de Matelas Menace qui a dit que ça se décidait les discussions sur les jeux dans un octogone sans règles. Vous connaissez Matelas sans Menace? Oui, je... Ah, cette petite légende. Il aime beaucoup les énigmes. D'accord. Alors, on va continuer à vous parler. Je l'ai pas. Parler du jeu pour lequel vous êtes venu aujourd'hui. Il y a d'autres évolutions. On vous a parlé du sourcing, du développement. On vous a parlé du développement, mais on va enchaîner aussi. Et c'est peut-être le moment de parler du graphisme derrière. Ouais. C'est l'étape suivante. Et là, tu nous as ramené des différents panneaux qu'on va vous montrer, sur lesquels on va revenir. Parce que c'est fascinant, en fait. Tout ce développement, une fois que le jeu, les règles ont été posées, que le jeu a été développé, il a fallu attaquer le graphisme. Ça, on n'attaque pas direct, c'est pas dès le début. Alors, psychologiquement, on le travaille en amont, parce que faut poser, faut que ça réfléchisse, etc. Mais ça travaille légèrement en parallèle. Il y a quand même une phase de parallélisme, parce qu'en fait, la dernière chose qu'on monte, souvent, c'est le dos de boîte et les règles. Oui, puis il y a une incidence. C'est-à-dire que le graphisme peut avoir une incidence même sur les mécaniques. Quand on voit les graphismes, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut jouer, Franck, mais quand on voit le développement, les éléments qui sont créés, est-ce que ça peut influer un peu en marge sur le... Dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, peut-être, Ouais. Et c'est plus le thème que le graphisme. Oui. disons. Oui. C'est Oui, parce le thème. que, voilà, mais par contre, c'est lié. De toute façon, c'est ce que tu vas pouvoir. Tu vas montrer. Caroline va passer dessus après. Oui. Il y a eu toute la période de recherche de thèmes, en fait. Oui, parce qu'on était sur Là, Dubaï le au développement départ. était pas tout à fait- Vous m'avez dit. Le Oui. développement n'était pas encore tout à fait fini à ce moment-là. En fait, Ouais. c'est le moment où il y a une période où ça se recouvre les différentes, les différentes parties du projet. Et parce que le thème peut influencer sur avoir une influence sur le développement, pardon. Et réciproquement au final. Il y a des choses qu'on peut pas, qui sont importantes dans le jeu et qui vont nous empêcher de faire certaines directions. Alors, on va montrer les différents panneaux que tu as fait. Forcément, c'est un peu petit ici sur l'écran et vous allez pouvoir les retrouver. Ensuite, on les mettra tous sur l'article. Et là, ça vaut le coup de se connecter sur unmondedejeu.fr, tout attaché, pour pouvoir découvrir ces images en plus grand.
On vous les mettra après la diffusion de ce live. Premier panneau, je te laisse nous les commenter, parce que moi je les découvre aussi en même temps. Je les ai regardés rapidement hier, mais je pense que tu es plus au point que moi là-dessus. Alors, avant qu'on passe sur cette phase-là, on était surtout sur une recherche de thème principal. Donc, on est passé par beaucoup de choses, maison hantée, donjons, etc., etc. Et on s'était un peu attardé sur le mall. Et après, mon travail de ce côté-là, c'était essayer de trouver une atmosphère pour ce jeu. Oui. Et donc, principalement, ça a été créer des moodboards. Donc là, il n'y a pas tous les moodboards, il y en avait d'autres, mais j'ai montré les principaux sur lesquels on aimait beaucoup. Donc, on avait typiquement pop art, les 60s, qui est du coup le thème qui a été, l'ambiance graphique qui a été gardée. T'es une ex-fan de 60s, je crois. Ouais, moi j'adorais les 60s, j'étais super jeune et tout. Non mais avec Franck, on s'amuse à placer des paroles de chansons dans toutes les discussions qu'on fait. Oui, moi je comprends pas, ça passe au-dessus. On avait Atmosphère Ghibli, par exemple, ou Cyberpunk, ou encore Solarpunk. Et du coup, on a fait une longue discussion entre nous pour savoir sur quoi on partait. Et on s'était tous mis d'accord justement sur les 60s et le pop art en fait. Ce qu'on retrouve un petit peu, alors on est dans le futur, mais il y a quand même toujours des influences qui restent, on le voit sur les illustrations. En tout cas, c'est le monde du supermarché aussi qui donne ce petit décalage très agréable. En fait, on voulait vraiment faire une direction artistique qui pop, parce qu'on était très bien conscient qu'un thème mall, fallait qu'on trouve quelque chose pour le faire ressortir, quoi. Parce que supermarché, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais là c'est un supermarché totalement foufou, quoi. Il y a des attractions, il y a un parc à dinosaures. Un parc à dinosaures. Je crois qu'il y a un parc à dinosaures. Il y a un parc à dinosaures. Il me semble. Un parc à dinosaures. Donc voilà, donc ça c'était le... Donc ça c'est les premières recherches, là, imaginez les locaux de Days of Wonder qui sont complètement décorés avec toutes ces recherches graphiques, parce que tombent partout, sur les murs, sur le sol, m'a-t-on dit, pour essayer de s'inspirer graphiquement. Donc il y aurait pu avoir des jeux qui sont complètement différents. Dans une autre timeline, on a peut-être un Superstore Solarpunk. Qui sait ? Ouais, voilà. Et comme le disait, je sais pas qui, choisir c'est renoncer. Qu'est-ce qu'il disait ça ? Faudrait avoir les références à chaque fois qu'on fait une phrase. Choisir c'est renoncer, qu'est-ce qu'il a pu dire ça ? Marc Menès, je sais pas, quelqu'un de connu. On enchaîne avec un autre panneau. On tourne vers le chat. Là, ça va être les débuts de... Alors, ça s'appelait The Mall au départ. Au départ, ça s'appelait The Mall, effectivement. C'était un peu plus concis. Et finalement, on est parti sur quelque chose de totalement plus foufou, donc Superstore 3000 pour donner ce côté très... comme on disait, dans les années 1990, les optiques 2000, etc., trop futuristiques de rajouter 2000 à la fin, SimCity 2000, tous ces petits trucs. Donc, on a décidé de partir... on adore l'humour. Oui, j'ai bien rigolé quand j'ai eu le titre. Et là, c'est typiquement des recherches que j'avais faites, donc surtout beaucoup de croquis, une partie des recherches sur la couverture, sur le logo, et un peu d'iconographie pour essayer de comprendre le thème graphique des années 60, tout ce qui est dessin animé, donc les pierres à feu et tout ça, c'est très connoté graphiquement, et essayer de garder cet univers très courbe, ligne. Donc ça c'est sur iPad ou sur papier? Ça c'est sur papier. Sur papier. C'est du total scan de mon carnet. Ah, tu gardes vraiment ta... Ah oui, c'est dans le carnet. Oui, c'est dans mon carnet. Ouais, c'est malin d'avoir des carnets en fait. Parce que moi je travaille sur feuilles volantes et du coup, je garde pas grand chose. Et quand on était un peu plus d'accord sur une idée de couverture, c'est là où on a commencé à briefer l'illustrateur sur la couverture, justement. Alors, là, on va regarder. Parce que le premier brief, c'est toi qui vas aussi le faire, c'est-à-dire que tu vas crayonner. Je l'ai fait en symbiose avec Maxence, donc le chef de projet. D'où l'importance de savoir dessiner. Quand on occupe ton poste, c'est pour pouvoir montrer aussi, parce que savoir dessiner sans avoir à faire directement les graphismes, mais je pense que au vu des dessins que tu me montres depuis tout à l'heure, tu en serais capable de faire des illustrations de jeu. Peut-être. Peut-être. Oui, mais c'est pas obligatoire de savoir dessiner. On peut faire des briefs sans avoir besoin de dessiner, mais on avait envie de montrer un peu la vision à l'illustrateur, sachant qu'on savait très bien qu'il allait refaire à sa sauce. Mais au final, l'illustration qu'il a fait par rapport à cette couverture, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas spécialement. Et du coup, on a dû continuer. Alors celui-ci, ça c'est lui, c'est Ryan Goldsberry qui a travaillé sur ce graphisme-là à partir de celui-ci que toi tu as fait. À partir de ce croquis, ouais. Donc il y a un premier développement, c'est déjà ultra classe quand vous voyez ça, vous vous dites, et c'est là moi que ça me fascine, c'est que j'ai pas forcément cette capacité, en tout cas, pour allier l'esthétique au commercial, parce que ça reste un produit commercial aussi derrière, et c'est pas honteux de le dire, c'est un produit qui doit pouvoir s'identifier facilement en boutique, être clair et facile à vendre également pour la boutique, pour le ludicaire qui va le présenter. Il y a tous ces aspects-là qui se rajoutent au simple plaisir visuel, qui est essentiel bien entendu, mais qui n'est pas le seul critère. Oui. Et du coup, là, on s'est rendu compte que c'était pas... On avait fait des essais en 3D sur des boîtes ou sur les règles, et on n'était pas spécialement convaincus
Donc on avait tenté une approche un peu plus... Alors il y avait une vieille pub des années 60-70 avec un personnage qui tenait une bouteille de vin, il me semble, dans la main. Ouais. Et du coup on est parti un peu plus sur cette idée vraiment pub des années 60. Donc on a tenté avec ce personnage. Et au final, en rigolant un petit peu, j'adore l'humour, en faisant la couverture des règles, on a posé avec Maxence des petits textes. À la base, c'était pour faire le retour à l'illustrateur. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait vachement bien. Et c'est pour ça que c'est resté. Oui, donc, alors quelquefois, voilà. les petits tests comme ça, les petits accidents, où on se rend compte, c'est pas une mauvaise idée de faire quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que je dis souvent aux gens qu'on reçoit au chalet, mais pourquoi vous développez pas les jeux? Parce qu'on se rend compte que, je plaisante, mais on se rend compte que dans le développement, il y a plein d'aspects de trouvailles qui sont des trouvailles pas forcément, ça n'a pas été pensé, mais c'est lié au fait que il y a des essais, il y a des tests, il y a des petits éléments qui se rajoutent, et ça c'est super, et on va le retrouver donc du coup sur la couverture du jeu. Je vous mets la couverture juste à côté, ces petits encarts, ces petits textes qui montrent des différents endroits et qui sont fun du coup, ça c'est pas par hasard, mais c'est lié au croquis que tu as fait pour envoyer à l'illustrateur. C'est aux corrections que j'ai fait pour envoyer à l'illustrateur, oui, par rapport à son croquis. C'est marrant que ça soit resté, je trouve ça super. Oui. Bah, surtout qu'on essaie généralement toujours de faire des boîtes qui sont multilingues. Donc on n'a pas besoin de demander un gros travail de traduction. Oui. Et là on s'est totalement dit, tant pis, on va faire un travail de traduction, on veut que la boîte elle soit fun avec ses petites étiquettes, comme si sans faire exprès on avait envoyé les corrections à l'illustrateur en impression, plutôt que le produit final. Et en fait c'était ça notre idée, c'était ah mince, les idiots ils ont envoyé le PDF commenté à l'imprimeur quoi. N'importe quoi. Ah là là. Je crois que vous aimez bien rigoler. Ah, on adore l'humour, je me répète, mais... Et ça, c'est l'illustration définitive de Ryan, du coup. On en vient à cette illustration. Alors, on avait un personnage en gros plan, mais il n'y est pas ton illustration définitive, il n'y a pas le personnage en gros plan. Et oui, parce qu'on avait deux propositions qui nous plaisaient beaucoup. Soit la demoiselle, l'architecte qui tient le môle, soit on voulait mettre en avant vraiment le môle, et au final c'est la version avec le môle en premier plan qui est restée, que je trouvais personnellement plus impactante, même si l'autre fonctionnait aussi très très bien. Oui, et donc voilà, ça c'est toute une partie des tests qui avaient été faits. Alors vous avez peut-être pas l'impression de voir beaucoup de changements, mais par exemple là il n'y avait pas les étiquettes, il y avait la notion du meeple random à l'intérieur du jeu, et en fait c'est plein de petits tests où c'est juste des tests de colorimétrie, des tests de perspective, etc., où positionner le logo à gauche, au milieu. Ça a l'air pas de grand chose, mais c'est beaucoup de discussions et de énormément de validation. discussions, ouais, effectivement. Et puis là on voit tout le développement qu'il peut y avoir avec l'illustrateur qui te dit bon, j'ai fait le personnage et j'ai rajouté un supermarché en arrière-plan, et jusqu'à ce qu'on arrive à ce que on a enlevé le perso, on a mis le supermarché au premier plan. On l'a mis sur le dos de boîte. Je caricature parce que c'est pas ça le développement, mais on se rend compte que ça peut évoluer, et on a Mélodie qui valide sur le chat en nous disant très bon choix d'avoir enlevé le personnage et d'avoir laissé que le supermarché, qui a l'œil pour ça aussi. On a un commentaire également qui dit une boîte rectangulaire chez Day, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, le montre de Big? Non, c'est pas Day, c'est Space Cowboy. Yes. Je crois pas qu'il y ait de boîte rectangulaire chez Day, je réfléchis comme ça, mais est-ce qu'il y en a eu? Il y a eu Gambit 7. Gambit 7. Ah oui, j'étais pas né, moi. Ça date un peu. Ouais, j'étais pas né. Qui est sorti chez Asmodée Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Qui tout double. Gambit 7. À part les 1900. Après, il y a les extensions de Five Tribes. Mais... Oui, c'est parce que c'est des demi-boîtes. Oui, mais non, c'est des demi-boîtes, ça compte pas. Voilà, pour toute cette évolution qui est impressionnante, on a fait le tour des panneaux. Non, pas encore, parce que maintenant, il faut s'attarder. Et c'est on va aller au plus vite, quand même. Moi, ce qui me fascine, endormir les gens, mais... ce sur quoi je suis nul, j'hésite pas à le dire. Les réflexions de logo. Alors c'est qu'une partie, bien évidemment, parce que j'ai des croquis que malheureusement ont été sur des feuilles volantes. Donc t'inquiète pas, j'ai pas tout sur des carnets. Typiquement, logos, c'est de la recherche de fontes, des fontes qui font 13 années 60 que j'ai cherché. J'ai posé le nom à l'époque qui était The Mall pour voir ce qui résonnait le plus chez moi. Et en partant sur des fontes qui me plaisaient, donc par exemple celle-ci, j'ai commencé à développer une sorte de logo. J'ai fait 3 propositions, on est resté sur celle-là, au final, qu'on voit, elle est très très proche. Et en fait, à un moment, j'avais commencé à jouer avec les lettres pour faire c'est rigolo parce qu'en fait, on met des shops sur des shops sur des shops sur des shops. Ouais. Et si je joue avec la typo pour rappeler ce thème-là, mon but c'était que le thème ressorte dans la typo. J'ai fait ce serait rigolo qu'il y ait des pinces, et du coup, les pinces sont restées alors qu'à la base,
Je me suis dit, ça peut être juste rigolo, je pense pas que ça passerait, mais finalement, les pinces sont restées, ça c'est même pas encore le dernier logo, parce que les pinces, je les ai modifiées car elles ressemblaient un peu trop à des oiseaux pour certaines personnes, donc... D'accord, il y a du détail. Hein. Il y a du détail, toujours dans le détail. Et donc après avoir été partie là-dessus et s'être enfin décidé sur Superstore 3000, il y a eu tout ce travail en noir et blanc, et seulement après j'ai appliqué les couleurs après avoir reçu le sketch définitif de Ryan pour vraiment qu'il y ait un bel écho entre la couverture et le logo. Voilà, c'est un sacré développement, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que vraiment, du détail, les pinces, la forme des pinces, chaque détail est commenté, puis quand on est une équipe, on le sait, chaque membre de l'équipe peut avoir son petit mot à dire là-dessus. Oui, mais c'est important parce qu'on a tous nos goûts, mais on a tous aussi, on a une seule valeur dans l'équipe, que ce soit chef de projet, que ce soit game developer, que ce soit graphiste, c'est on veut faire le meilleur jeu du monde et on veut montrer à quel point aux gens c'est le meilleur jeu du monde, donc on sait qu'on a tous une seule envie, c'est de faire le meilleur jeu, donc... C'est comme ça qu'on arrive à bien développer et à faire des bons retours sur les jeux. Alors, cet aspect du logo, ça c'est vraiment ta spécialité pour le coup. Tu fais le logo de tous les jeux sur lesquels tu travailles ? Alors, vu que Superstore, c'est vraiment le tout premier jeu où j'ai toute la DA de libre, parce que j'ai fait quelques jeux pour Days, donc j'ai travaillé sur le Pink Train, et j'ai fait un peu de mémoire 44 aussi, donc mais ça c'est le premier jeu où vraiment je gère la DA de A à Z, donc où j'ai pas une déclinaison quelque part de déjà existant en fait. D'autres panneaux ? On va continuer ? Eh ben, bientôt c'est fini, promis. Est-ce que tout le monde est encore là, moi je suis passionné, et puis il y a même j'ai envie de regarder le sketchbook qui est juste en dessous pour voir les crayonnés issus de ta main là pour le coup. Il y a une très bonne blague dans le chat, il faut dire que c'est un mal pour un bien. Voilà. Un mal pour un bien. J'ai failli dire qu'il était un peu dark, mais je sais pas. Ça, elle est très drôle. Moi, j'aime bien. Ça, c'est typiquement ce qu'on envoie à l'illustrateur, en fait. Alors, sur Superstore, c'était très important qu'on pose déjà l'interface des tuiles et l'interface de tout le jeu pour Ryan, pour qu'on ait le moins de travail en quelque sorte derrière, qu'on n'ait pas besoin de lui redemander des illustrations parce que ça ne rentrait pas dans la tuile. Et donc avec Maxence, on a travaillé vraiment sur cette perspective d'interface pour que tout soit au plus propre et que ce soit ultra fluide dans le développement. Donc on lui a mis un petit mood board effectivement, et j'ai vu que les gens ont parlé des Jetstones, donc on a effectivement, ça fait partie des inspirations pour l'illustrateur. Ça c'est important pour l'illustrateur d'avoir quand même des pistes, des directions dans lesquelles aller. C'est ce qui fait que tous les personnages ont l'air cohérents entre eux, que la couverture a l'air cohérente avec les personnages et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un décalage entre les éléments de jeu en fait. Et il y avait des choses où on n'était pas encore sûr. On n'était pas encore sûr sur les je sais plus les ascenseurs. Je sais pas si je les ai sur les ascenseurs, si on allait avoir le petit panneau ou non. Oui. Il y a des choses qui ont bougé, bien sûr. Mais par contre, effectivement, sur où positionner les objets, c'était sûr à 100%. C'est important, c'est essentiel. Et voilà. Ils sont là, les ascenseurs, effectivement. Et ça, ce panneau, il a disparu avec le temps parce que... C'était un escalator, parce que là, c'est un exemple avec les couteaux, mais on se posait la question de l'icône ou pas, de garder une icône ou pas. Ouais. Au final, il n'y en a plus. Et du coup, ça a donné... D'où l'importance d'avoir du temps pour pouvoir faire toutes ces réflexions-là, parce que ça demande du temps. Ça, c'est ce qu'on vous montre là. Ce travail demande de pouvoir se réserver des semaines pour pouvoir faire ce genre de choses. Quand on va trop vite, c'est compliqué de pouvoir rentrer dans ce genre de détails. C'est ce qui peut amener aussi parfois sur certains jeux que vous découvrez des remarques sur le graphisme où vous vous dites, bon... Là, c'est bizarre ce positionnement d'éléments. Mais ça, c'est du temps. Et le temps. Et ça demande beaucoup de tests aussi, effectivement, parce que il faut que les icônes, par exemple, c'est vraiment. C'est la panel d'après, mais c'est un point très important. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils voient au premier coup d'œil. Surtout si on est à l'autre bout de la table. Dans Superstore, on a besoin de regarder un petit peu ce que font les autres pour pouvoir leur voler leurs attractions. Oui, bien ça. Donc ça, par exemple, c'est les croquis de Ryan qu'on a fait valider plus tard. Alors, il y avait une autre phase de croquis juste avant, et on s'est rendu compte que les éléments étaient trop petits parce que là, ils travaillent du coup très très grand. Ryan, ce qui est très pratique parce que du coup, on a les éléments très très grands pour faire de la pub, marketing, etc. etc. Il est très grand dans Driver, dans le film où il est l'acteur principal. On voit qu'il est grand. Je savais pas si tu allais faire cette blague aujourd'hui. Et du coup, je suis très heureuse de l'entendre. Donc voilà, et après il y avait tout le travail effectivement d'iconographie. Donc ça pareil, ce sont une partie de mes brouillons parce qu'il y en a que j'ai perdu de... Moi j'ai réfléchi surtout en termes de forme. Ce que je voulais c'était que les formes soient reconnaissables de loin même si on ne comprend pas forcément l'icône de loin. Ah mais ça marche très bien.
Mais Donc, notamment en jaune, parce que tu as les icônes en jaune aussi. Le jaune, c'est toujours un peu moins impactant quand on est de loin. C'est plus difficile de le discerner. Et là, ça fonctionne super bien. Alors j'ai triché, c'est un petit orange en fait. C'est un petit orange. Comme ça, il est mieux visible. Ok. Pardon. Non, mais c'est du jaune, C'est mais du jaune, effectivement, mais- c'est un petit orange. Mais voilà, donc travail en sketch, et après, il faut bien sûr passer sur... En sketch, parce que tu adores l'humour. Oui, exactement. Moi, Ouais, je fais un c'est important, one-woman toujours show de sur bas. Twitch. Puis le passer sur l'Illustrator, donc qui permet d'avoir tout en vectoriel et de le grandir très très grand, ou de le rétrécir très petit sans avoir une perte de données et de qualité. C'est là qu'on voit la différence entre les illustrateurs et les graphistes et illustrateurs aussi. C'est que moi, par exemple, illustrateur, je sais pas faire. Je sais pas à peine comment ça marche. Quand je rentre dedans, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air l'enfer. Et ben non, c'est un métier à part entière. Ce que tu nous présentes là aujourd'hui, ça demande des compétences, des usages de logiciels qui sont pas faciles à appréhender. C'est et qui vraiment demandent, pas le même métier aussi, c'est pas les mêmes oui. utilités quoi. Ouais, ça s'apprend tout ça. Mais moi, je l'ai pas appris, par exemple. Je sais pas faire tout ça. Donc là, c'est vraiment une partie, et après, ça a donné les icônes qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est un autre exemple de brief qu'on avait effectivement envoyé à l'Illustrator. Donc avant, ça s'appelait des parkings, donc les entrées de départ. Et typiquement, pour donc ce qui est attraction, ce qu'on voulait surtout, c'était que l'illustrateur soit un peu libre sur les formes. Alors celle-là, c'est peut-être pas l'exemple la plus fofolle, mais Je vais vous trouver une exemple folle. Est-ce que tu veux un parc à dinosaures? c'est la moins fofolle aussi. Ah mince, Elle est pardon. très Tiens, jolie, prends mais- celle que tu voilà. veux. Voilà, celle-ci typiquement. Ah, c'est foufou ça. Hein. C'est Oh foufou. là là. Le but, c'était que l'illustrateur s'amuse un peu et que nous, derrière, on travaille donc la forme de découpe par rapport à son illustration pour que ce soit un peu plus dynamique. Et du coup, on avait travaillé donc, du coup, avec effectivement Franck et François sur la taille minimale, la taille maximale des tuiles pour qu'ils dessinent. Et moi, derrière, je fais en sorte que ça fonctionne pour son illustration, le tracé de découpe pour que ce soit... voilà, qu'on ait des formes un peu rigolotes, on est là pour s'amuser, quoi. C'est vrai qu'on est là pour s'amuser. Et voilà, donc vous avez eu le descriptif avec quelques panneaux que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet pour ceux qui veulent se plonger un peu plus dans les détails de ces panneaux. On a cette chance-là. Le jeu, vous le connaîtrez beaucoup mieux, nécessairement. Et on a le commentaire des chaussettes, effectivement. Hein, Oui, je crois que mais c'est on l'a vraiment le appelé- terme technique. On l'a appelé hein. la Ouais, chaussette pendant très très longtemps, effectivement. cette Et forme-là. typiquement, justement, si je peux me permettre d'intervenir. Tu peux pas te c'est permettre. un des Alors, on moments- continue. Vas-y, C'est un des moments exceptionnellement. où c'est important, enfin, où il y a une vraie relation entre le gameplay et l'illustration et le côté artistique des tuiles. En fait, ce qui était super important là, et dans les découpes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait à aucun moment un doute quand on joue sur est-ce que cette partie de l'attraction est adjacente à mes boutiques ou pas. C'était un gros Donc, travail. c'est ça. voilà, c'est Oui. toute la zone orange foncée là qu'on voit sur le Foncé sur le côté, qu'on ouais. voit sur le brief en fait. Voilà pour ces aspects. Tu as ramené aussi ton sketchbook, là. On a envie de regarder quand même, parce qu'il est posé à Il côté. y a Moi, je veux jeter un coup d'œil. beaucoup de. J'ose pas y faut que je fasse toucher, attention, il y a des choses qu'il faut pas que je montre. Ah bah, débrouille-toi, hein. Mais tu m'as ramené un truc. Bah oui, effectivement, c'est le vrai The Sketchbook, donc les scans que j'ai fait, que je vous ai montré en fait. Il y a beaucoup de blabla, ça y est, on voit plus le chat. Je suis trop sympa. Il y a Bah beaucoup de blabla au final, mais donc là, mes plannings, voilà, vous avez les plannings, attention. Grosse pensée à tous les plannings et toutes les personnes qui travaillent à la prod qui attendent nos fichiers à chaque fois. Ah là, les vêtements que tu portais ce jour-là, tu me Ouais, disais qu'il faut que je m'achète un c'était sur pantalon ample. le... Je sais plus pourquoi. C'est ce qui est devenu la robe. C'était là. pour ouais, c'est ce qui est devenu la robe, parce qu'à la base j'avais fait un petit smoking, mais ça marchait pas du tout en fait, parce qu'on voulait pas que ce soit spécialement genré. Et au final, vu qu'on est resté, moi j'adore les robes années 60 en fait, c'est pour ça qu'on est resté sur la robe années 60, j'avoue. Mais j'avais fait effectivement ce petit pantalon, Franck qui appelait le pantalon qui a envie de faire pipi. Je me souviens bon très bien, je Ah ouais. retiens, hein, je retiens tout. Ah, il a Franck. toujours le sens de l'humour, Franck, c'est un Et ça, c'est rigolo. les recherches sur les cartes, parce qu'il fallait que les cartes soient donc sans texte et compréhensibles plus vite. Donc c'est voilà, une petite Alors, là, recherche des de petites noms. infos. Ok. Ouais, des messages personnels des courses, patates, Là, c'était la chaussettes. potentielle mascotte qu'on n'a pas montré effectivement. On avait envie il y de avait faire une question de petite donc qui est la fameuse pince. Hein. Tu t'achètes un carnet à spirale comme ça, William Scheller, par jeu, ou à chaque fois tu veux reprendre le même sur un jeu différent? Non, je reprends le même, mais je vais pas montrer. Je te vois essayer d'avoir les petits secrets. Pas du tout, je suis pas comme ça moi. Merci pour cette présentation, ça nous a permis de nous plonger dans un domaine dans lequel qu'on explore toujours un peu sur notre chaîne. Vous savez qu'on est une des rares chaînes qui parle du dessous des choses. On aime bien les dessous, on trouve ça chic.
C'est pour Franck, hein, tout ça. Et, et on aime bien vous présenter ces J'ai du mal à aspects-là, rattraper, mais là. c'est rare. Bah oui, on a dit celui qui place le plus de chansons dans Oui, l'émission a gagné. C'était dans la partie jouée, on avait dit. Dans la partie jouée, ouais, c'est vrai. Ouais, là, j'étais pas préparé ce matin. Je Toujours. vous invite à regarder Tu la sais que c'est partie jouée. toujours, faut mettre des titres de chansons dans tout ce qu'on Ok. dans tout ce qu'on raconte, c'est important. La matinale de la privette, mais non, Pierrot, tout le monde peut participer. Vous connaissez les chanteurs français quand même, c'est important, c'est essentiel. Si, arrête, je vois tes yeux. Ah, ça c'était hier soir. On a fait un karaoké hier soir, effectivement. Bah ouais, mais vous avez pas chanté sur Diams. Je suis déçu. Mais parce alors c'est dur de chanter sur Diam, je suis désolé, hein, on a essayé. Ouais. C'est vraiment trop dur. Carvaudion, ça vient de Céline Dion comme pseudo? Ou pas du tout? Je te demande, parce que toi tu connais les gens. Ah non, mais je connais pas Carvaudion. Ah bon? C'est pas Carvaudion que je connais. C'est pas les dessous, c'est le fric. On arrive. Qui est chic. Bravo. On arrive à la dernière rubrique Le de jeu des Pluto. cette émission. Oh, Pluto! C'est le moment du jeu des Pluto. J'ai mal fait, je sais que tu fais mieux Mickey que moi, mais il y a des traditions quand même. Le jeu des Pluto, on va vous poser quelques questions, vous allez pouvoir répondre en fonction des images qui sont présentées à l'écran. Je fais juste un petit F5 parce que j'ai rajouté une image tout à l'heure. Je vais récupérer ça. Et on va regarder ces différentes images. Celles-là, elles ne seront plus présentes sur le site une fois que je mettrai l'article en ligne, comme à chaque fois. Pouf! Le jeu des Pluto, vous pouvez répondre à chaque fois en fonction de la catégorie qui vous correspond le plus. Par exemple, un classique. Est-ce que vous êtes plutôt Essen ou est-ce que vous êtes plutôt Cannes? Oh, mais c'est trop dur comme question. Ah, c'est le moment que vous attendez avec le plus d'impatience. Et c'est pas honteux, il n'y a pas de mal à dire. Ils ne seront pas déçus. L'organisateur de Essen n'écoute pas, contrairement à celui de Cannes. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Alors, d'un point de vue professionnel, je préfère Essen parce que je vois plus de stands. Ouais. J'adore regarder les petites idées des services événementiels pour faire des stands de plus en plus beaux et de plus en plus impressionnants. C'est mon petit péché mignon. Voilà. Il y a Christian Rubier là qui nous dit ne fais plus jamais cette voix, Martin. Mais j'aime bien, moi. Ça me plaît beaucoup. Franck? Alors, moi, ça va être plus historique en fait. Parce que Cannes, j'y suis allé beaucoup plus tard. Donc, Essen, il y a toujours un côté Madeleine de Proust, entre guillemets. Alors, au niveau. Enfin, ouais. Donc, du coup, je vais dire Essen pour cet aspect-là. Mais Cannes, c'est aussi un festival qui a beaucoup évolué et que j'aime beaucoup, qui est très important. Et puis il y a l'aspect aussi, de toute façon, sur les festivals, ce que j'aime bien, moi, c'est aussi retrouver des gens qu'on voit pas forcément, et c'est pas les mêmes personnes que je rencontre à Essen et à Cannes. Donc les deux ont une place mais pour le côté historique, je vais dire Essen. On continue avec la question suivante. Les dés ou les cartes? Est-ce que vous êtes plus jeu de dés? Est-ce que vous êtes plus jeu de cartes? On a compris que c'était les cartes. Les cartes. Je vais dire cartes aussi. Cartes aussi. Je réfléchis sur les jeux sur lesquels tu as travaillé. Est-ce qu'il y a plus de... c'est agréable les dés quand même. C'est vrai que moi avant j'étais vraiment 100% cartes. Aujourd'hui j'ai rajouté une petite place pour les dés parce que sur le générateur de hasard. Ajouter une place pour les dés. Moi j'ai une trop grosse collection de cartes Pokémon alors. Pas plus. Trop de cartes à la maison. Tu lances des annonces de trucs Non. Non. Rajouter une place pour les dés. C'est bien aussi les dés. Ah, il va y avoir des trucs en dés, je pense. Les cartes. Est-ce que vous êtes plus travail seul ou à plusieurs dans votre processus? Et là, c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser. Elle est récurrente, celle-ci. On la laisse souvent dans notre liste parce que c'est des démarches qui sont complètement différentes. Et là, vous travaillez en équipe. Les deux. Les deux. Pour moi, en fait, il y a une phase, surtout dans mon métier, où j'ai besoin d'être seul et comme tu as vu, de croquer et de réfléchir. Mais la phase à plusieurs est très importante, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas sortir un jeu de société tout seul, c'est quand même pas facile. Non, c'est sûr. Souvenez-vous, le Covid, formidable. C'est vrai. Ça a été une période qui était très difficile. Avec du télétravail qui arrivait chez Asmodée, qui n'y avait pas tellement avant. Oui. Vous en avez gardé d'ailleurs tous les deux du télétravail? Oui. Tout le groupe, là en gros on est à 3 jours de présentiel par semaine maintenant. Oui, ouais. C'est ça. Donc pour répondre, moi je vais aussi dire surtout à plusieurs, mais pareil, de la même façon, il y a des phases dans le projet, notamment la rédaction des règles, où de toute façon, ça se fait, où on se met un peu en sous-marin et en silo. Justement, on essaye de pas, là pour le coup, d'avoir le moins d'interruptions possible. Et c'est du coup l'intérêt d'avoir les jours en télétravail.
organiser Ouais. les trucs. Donc on priorise toutes les activités de test, etc. sur le moment où on est au bureau, le plus nombreux. Voilà. Donc voilà. Allez, question dure, on passe aux questions dures. Les aventuriers du rail ou Small World? Les aventuriers du rail. Ben si, On c'est peut pas possible. demander, Allez, vous allez devoir choisir. Les les aventuriers du rail aventuriers du pour rail. Caroline. On peut pas choisir. Ah si, on peut choisir, tu vas le faire d'ailleurs. Et là, je te parle, alors il ne s'agit pas de dire qu'il y a un jeu qui est moins bon que l'autre. Non, non, Et non, là, bien c'est sûr pour que ça non. que j'ai mis que du Days de toute façon, parce qu'on va pas se gêner avec ça. Mais il y a des goûts personnels qui rentrent en compte malgré tout. Les aventuriers du rail aussi. Moi, je suis aventurier du rail à fond, par exemple, mais Small World, c'est un jeu que j'ai adoré. Et j'attends toujours des nouveautés sur Small World, parce que ça fait partie de votre grande gamme. Et les aventuriers du rail, c'est vrai qu'on en a tous les ans. Small World, c'est un peu moins récurrent. Mais Small World, c'est un peu plus difficile maintenant, parce que sur les pouvoirs, on a fait un peu. Oui, on a c'est fait- ça, Le ouais. tour a été quand même bien fait. Hein. les dernières extensions, c'était le Blizzard. Oui, c'est pour le coup, c'est un standalone, c'est une version, Ouais. Small World of Warcraft, c'est une Oui, version. c'est ça. C'est une version à part en fait. Ouais. En termes d'extension de Small World. Mais je crois que c'est quand je suis arrivé que vous avez fait votre dernière extension Small World. C'était. C'est pas River, c'est l'autre, c'est dans le. Dans... Dans le, oui, Dans il le y a eu ciel. Riverworld et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai carrément oublié son nom. J'oublierai ton nom. Oui. Alors, on on va va retrouver- continuer. on va Je retrouver. fais Allez. confiance sur cette extension de Small On va World. revenir. Effectivement, oui, c'est le jeu geek hein, par excellence que vous avez dans votre Le temps ou collection. Le temps ou l'argent? Ça, c'est une question que chacun interprète différemment. Je la laisse, mais c'est rigolo comme Est-ce qu'on préfère le temps ou l'argent? Le temps. le temps. Plus le Bah, temps. Plus t'as de temps, plus t'as d'argent, non? Dans ce milieu. Ouais, oui, c'est très intimement lié. Aline, elle a fini par répondre l'argent là, dans la dernière émission. Alors qu'avant, on disait tous le temps, il nous faut du temps. Puis au final, elle a dit non, mais je veux de l'argent. Arrêtez vos conneries. Et elle a raison, évidemment. Question suivante, je vais pas faire la voix, mais je te laisse la faire, Caro. Bah non, parce que je sais pas faire C'est plus plutôt tard, ni tout de suite, dingo. alors. Oui, oh non, c'est pas celle-là. Mais effectivement, c'est une nouvelle. Vous êtes plutôt ou plutôt dingo? Est-ce que quelqu'un sait faire la voix de dingo? Je l'ai pas travaillé avant. J'aurais dû, je sais. J'ai jamais essayé. Ouais, je l'ai pas en tête là. Je sais pas trop quel C'est pas un genre truc de genre, voix. Guillaume, Faites là comme- chez vous. Un truc comme ça, non? Il y a un peu de ça, je crois. Moi, je suis Donald. Complètement dingo. Complètement dingo. C'est vrai que plutôt il est assez insipide. Moi, c'est un Mais c'est un personnage. chien, quoi. Bah, il fait C'est un rien. petit chien, quoi. Mais puis il est gentil tout le temps, il a un caractère complètement passible. Non, franchement, alors que Dingo, mais quel personnage! Quel héros incroyable! Je suis content qu'on prenne du temps pour cette question. Oui. Ben, je suis Team Donald, donc voilà. Faisant toutes les voix de Disney, c'est insupportable. Êtes-vous plus Five Tribes ou Mémoire 44? De cœur. Là aussi, il y, Mémoire a un jeu, 44. il y a un jeu qui a plus d'extensions que l'autre, c'est plutôt Mémoire 44. On attend aussi, ça je le dis à titre personnel, je n'ai pas d'infos. Hein, moi je me lance des trucs comme ça, mais j'attends toujours du revival sur Five Tribes, qui est un jeu auquel je suis assez attaché également. Mais je vais dire Five Tribes aussi pour moi. Five Tribes, ouais. Mais Mais non, Five Tribes, ouais. Mémoire 44. Alors il y aura de l'actu hein, de toute façon sur certains de ces jeux, je vous dis pas lesquels, mais on est au courant de certains trucs qui arriveront plus tard. Vous découvrirez ça dans la suite de nos aventures. Êtes-vous plus party game ou jeu de stratégie? Jeu de stratégie pour moi. Moi aussi. J'aime bien quand mon cerveau il chauffe, mais pas trop. Voilà, un peu mais pas J'ai trop. vu passer du Quadropolis. Hit ou Quadropolis? Question facile, ça c'est les. Tu es dur avec moi. Ah, je suis dur avec toi. Et là, choisir c'est dur là. Parce que choisir c'est renoncer. Mais vous avez un peu renoncé à Quadropolis, j'ai l'impression, chez Days of Wonder ces derniers temps. On le voit beaucoup moins, il est plus De disponible. toute façon, non, ouais, Mais t'étais hyper attaché à ce jeu, Bah, oui, Quadropolis. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais bah, je vais dire Hit aussi. Pour Bah oui, mais là, ouais. Quadropolis, le truc, c'est. Enfin, la plus grosse déception, c'est qu'effectivement, comme il y avait tellement de choses qu'il y avait encore derrière. Mais bon, Ouais. pour le coup, il y avait beaucoup de choses qui venaient. Après, c'est peut-être compliqué pour un éditeur tel que Days of Wonder qu'Asmodée de manière générale sur un jeu comme ça, parce que votre temps n'est pas extensible. On ne va pas agrandir l'équipe pour pouvoir faire vivre des jeux de ce type-là. Et peut-être aurait-il le droit à une autre vie. Je ne saurais pas dire. Donc c'est pas une question, mais peut-être Non, mais- c'est le genre de jeu qui peut avoir droit à une autre Oui, vie. bien sûr. Moi, je vais choisir Hit aussi. Beaucoup trop de passion pendant le développement sur Ouais. Hit. Une grosse historique.
J'ai adoré. Déjà, on m'a laissé un petit peu plus de développement. D'ailleurs, c'était moi qui avais fait le brouillon des circuits, du coup, qui a développé toute la manière de les monter sur Illustrator. Donc, Ouais. Ah oui, Ça, c'est une grosse. c'est un gros boulot, oui. j'ai plus aidé sur le développement sur Hit et voilà. Et on me l'a bien rendu. Il y a un dinosaure caché dans Hit. On sent que tu es attaché au dinosaure. J'ai l'impression, en tout cas, à t'écouter ce matin, qu'il y a un petit attachement. Réussir à faire tenir les circuits, il faut que le circuit Oui. rentre sur le plateau. Et ça, C'était un gros travail qu'on avait eu. Hein. Et qui continue d'ailleurs sur tous les circuits. C'est toujours le problème. Il faut que ça rentre et puis Il faut que ce tant soit qu'à faire, intéressant. il faut que les virages ressemblent à des. Enfin, il faut que tout de suite on voit les endroits où ça va être compliqué d'accéder dans le circuit, quoi. Donc, Il y a si on se Pyro. retrouvait avec des virages à 2 et des virages à 5 qui avaient la même courbe, du coup, c'est quand même pas la même sensation normalement, quoi. Il y a Pyro qui chambre sur le chat qui dit Je Relic vois, Runner, Quadropolis, des jeux partis trop tôt. Je lis que jeux partis trop de mon côté. Ouais, moi, mais- des jeux oui. partis trop vite parce qu'on cache Bah, le chat oui. sur cet écran-là avec ces images. Merci. Hop. Mais oui. Oui. C'est des jeux qui a été récompensé à Boulogne-Billancourt d'ailleurs, Relic Runner. Je me rappelle de ça parce que j'étais dans le jury à l'époque. Oui. J'étais pas né. Ça tombe bien, tu vois ce que j'étais en train de dire. On avait raté l'anecdote Superstore 3000 Créa Game. Mais oui, tu m'as parlé d'une anecdote et je ne l'ai pas entendue. C'est le moment. On dira à la fin. Donc la transition est toute trouvée. C'est parti. En fait, là, en septembre, j'ai été contacté par Erwan, donc de Boulogne-Billancourt. la bibliothèque de Boulogne, du club, qui voulait organiser des soirées autour d'un jeu. Je lui ai dit, écoute, on s'est calé en se disant, ça pourrait être une sortie, enfin, on pourrait montrer Superstore 3000 qui va arriver bientôt. Et je lui ai dit, c'est un jeu de Rodrigo Rego où on fait des supermarchés, en fait. Il me fait, mais c'est pas Dubaï? Je fais, si. Mais il me fait, il a concouru, tu sais, il a concouru à Créa Game. Je fais, mais on l'avait, enfin, le truc c'est ça, on l'a pas vu. Oui, vous êtes un soutien en plus du Créa Game. On voit les finalistes en fait. Donc, et il me fait, alors je fais, quand ça, j'ai pas, non, on l'avait pas vu. Et il me fait, en fait, il n'était pas arrivé en finale. Il a concouru en 2018, je crois. Ah ouais. C'est rigolo, oui. Donc même dans les jeux qui n'ont pas arrivé, parce que sur la finale, il y a 8 jeux, je crois, de mémoire. Ouais, ou 10. Ou 10 peut-être, je ne sais plus. Il Il y a 4 lauréats, mais il y a une dizaine de jeux qui sont sélectionnés. Et sur ces 10 jeux, il y en a certains qui l'emportent, certains qui seront édités, pas forcément ceux qui emportent le concours d'ailleurs, mais il y a tous ceux qui ont été présentés et qui et qui parfois ont eu des éditions aussi. C'est le cas de Superstore 3000. C'est bien. Merci. Oui. Donc voilà, et en fait, c'est amusant parce que déjà que Erwan est reconnu, il a la base de données en tête de tous les concurrents, et du coup il m'a envoyé le PDF derrière. Je fais si, il n'y a pas de doute, et du coup par curiosité je suis allé voir. Donc et forcément, j'en ai parlé après à Rodrigo. Il y avait toujours les retours, parce que des fois tu as les retours qui sont. Alors ça j'ai pas vu, moi j'ai vu la règle que Rodrigo avait envoyée à l'époque. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui après à Essen du coup. Et effectivement, il y a la base en fait, la base de Superstore 3000 de toute façon, et l'envie de Rodrigo, c'était de travailler sur les attractions, donc cette tuile aux formes les plus excentriques possibles. Donc ça y était. Et il y a déjà entre le moment où il nous l'a présenté et le moment où il l'avait présenté à Créa Game, il y a eu beaucoup de changements. Et encore après, voilà. Mais du coup, c'est la petite anecdote qui le relie à Créa Game. Créa Game qui est un concours qui est très important, et effectivement Dominique nous dit, malgré le fait que ce soit un Brésilien, c'est international. Créa Game, c'est vraiment, et à chaque fois il y a des auteurs parfois qui font le déplacement de très loin pour pouvoir participer à ce concours. Je ne sais pas si la renommée était aussi forte aujourd'hui que cela a été à un certain temps, donc quand le milieu était... Je pense que la renommée est plus forte sur ce concours-là aujourd'hui qu'à l'époque, mais en tout cas, comme le milieu est beaucoup plus large, forcément, proportionnellement, il y a moins de gens qui le connaissent. Mais pour un auteur, c'est essentiel d'avoir, je trouve, concouru une année. Remporter le prix, c'est encore mieux, mais forcément, c'est réservé à une élite. Pour rebondir sur le fait que ce soit un Brésilien, du coup, je lui ai demandé. En fait, il a participé, je crois, à l'époque, il a participé 3-4 fois, Rodrigo. Ouais. Et en fait, il a arrêté parce que justement, maintenant, avec les problèmes de monnaie, je crois que le coût de participer au concours, ça a quasiment doublé ou triplé pour eux. Oui, parce qu'il y a un petit coût pour les auteurs, il n'est pas extraordinaire, mais par rapport à l'expérience que ça apporte, mais il y a un petit coût pour les auteurs quand même. Donc du coup, il ne participe plus maintenant, pour l'instant, pour le moment, à cause de ça principalement. Ouais. Puis la concurrence va être de plus en plus rude aussi. Il y a de plus en plus de perles, je trouve, dans ce genre de concours.
Oui, bah, ça dépend des années. On va s'arrêter là pour ce jeu des Pluto. On arrive à la fin de cette émission. On a débordé un peu, mais c'était passionnant de découvrir tous les aspects graphiques, le développement de ce jeu. Il n'est pas impossible qu'on vous ait créé une petite envie, parce que c'est vrai que derrière, je ne vous ai pas tellement parlé de sensations de jeu. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien à titre personnel. Je me retrouve dans cette composition de tableaux, avec des règles qui sont ultra simples. Ça va très vite à l'expliquer, mais une tension qui est permanente pendant la partie. Pour le découvrir plus en détail, il faudra que vous attendiez la vidéo qu'on a enregistrée en studio, la partie qu'on vous montre, l'explication de règles de Franck, et puis derrière l'enjeu qu'il y a, parce qu'il y a toujours une boîte à gagner dans nos vidéos, donc vous attendrez de voir la vidéo en ligne pour savoir qui est le lauréat de cette partie-là de Super Sort 3000, un jeu de Rodrigo Rego, publié par Space Cowboy, que vous connaissez bien maintenant, vous n'allez pas le louper, c'est prévu pour le 1er novembre, tu nous as dit, la semaine du 1er novembre. Voilà, peut-être que c'est pour vous. Vous le connaissez bien maintenant. On arrive à la fin de cette matinale. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. De nous avoir reçus. C'était un vrai plaisir. Surtout qu'on a fini en karaoké hier soir. Donc vraiment, la boucle était bouclée. C'était parfait. Demain, c'est les Actus Ludiques avec Pénélope qui sera ici, sur place. Vendredi, on sera en matinale pour parler de la boutique du top du GBL et de la boutique Partageux à Maubeuge. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. On vous rend à votre matinée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. À bientôt.